Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire, et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant les acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Charline, créatrice du blog Mon fils en rose. Bonjour Charline. Bonjour Stella, merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté ma demande de participation. Écoute, avec grand plaisir et bonjour à tout le monde. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, donc je suis Charline, je suis en effet créatrice du blog Mon fils en rose depuis 7 ans maintenant, plus de 7 ans, et des comptes associés. Parfois, je suis plus présente sur le blog, parfois plus présente sur les réseaux, en ce moment pas beaucoup. Et donc j'y parle de parentalité décoloniale. Antiraciste et dégenrée. Et j'y présente notamment je pense que c'est comme ça qu'on s'est un peu plus connu, au départ en tout cas, une bibliothèque jeunesse qui offre un panel de représentation qu'on essaye le plus juste possible, voilà, sur la plupart des thématiques qu'on peut avoir. Alors mes sujets de prédilection, c'est l'antiracisme et les questions queer, évidemment, mais dès que je peux trouver un livre jeunesse sur les questions du handicap, sur la grossophobie, enfin, voilà. Il y en a pas beaucoup, mais on y arrive. Oui. Voilà. Oui, on y reviendra sur tout ce que tu peux proposer. Dans quel contexte géographique tu as grandi? Alors moi j'ai grandi en, alors je suis née en région nantaise, mais j'ai fait globalement, je suis arrivée en région parisienne, j'avais 6 ans, donc j'ai fait toute mon enfance, en tout cas tous mes souvenirs en région parisienne, en grande banlieue. Et donc j'habitais seule avec ma mère et je suis ensuite partie pour mes études du côté de Nanterre, enfin pas du côté, à Nanterre, voilà, pour faire, je crois que ça fait partie des éléments ensuite, mais en tout cas pour faire mes études de droit. Et ensuite, j'ai plus trop quitté la proche banlieue, parce que ça a ses avantages par rapport à la grande couronne. Mais je suis toujours restée en banlieue, même si cette fois-ci c'était la petite couronne, mais voilà, banlieusarde. D'accord. Ouais, moi aussi, j'ai grandi 23 ans, enfin Paris et Paris intramuros et proche banlieue, donc je connais très bien. Même si maintenant je suis passée côté est parisien, mais. D'accord, oui, un peu moins urbain, ouais. Alors en fait je suis habité longtemps j'ai habité longtemps à Montreuil, et là je me suis un petit peu plus éloignée, en effet, pour un tout petit peu plus de verdure, notamment pour mon enfant, et parce que le Covid est passé par là et qu'on a été des lieux en cage, enfin voilà. D'accord. Donc on a eu cette chance et cette possibilité de s'éloigner un petit peu. Et donc, ça permet d'avoir un peu plus d'espace, en effet, et plus vert. Bon, tant mieux si tu t'y sens mieux. Est-ce que, à part la littérature jeunesse, est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt? Que ça. Non, le pire, c'est vraiment, pour le coup, c'est un gros pan. Enfin, je veux dire, en tout cas, la littérature d'une manière générale, j'ai pas aujourd'hui de passion autre que la littérature, en tout cas à ce niveau, voilà. Je ne lis pas que de la jeunesse, je ne lis pas que des albums. Ça dépend des périodes, en réalité. Je peux lire aussi bien un essai que un essai des essais plutôt militants, forcément. Alors est-ce que c'est un pléonasme? Je ne sais pas, mais en tout cas ce que je lis ici, ou davantage de quelques romans. Je m'y suis un peu remis récemment, mais parfois parfois la fiction est trop loin de mon ancrage. Parce que c'est une fiction qui se veut
qui se veut ancré dans le réel, ou en tout cas qui se veut de nos jours, dans notre société. Et en fait, je m'y retrouve pas. Donc, c'est trop. Des fois, je dis que même des romans du quotidien font plus science-fiction que certaines œuvres de science-fiction pour moi. Je pense notamment à une discussion que j'avais eue sur beaucoup de romances que je trouve très éloignées de cette réalité et qui continuent à alimenter, alors différemment que ce qu'on a pu un peu connaître sur l'espèce de. Non, alors je sais pas, j'ai 35 ans, je sais pas quel âge tu as, mais en gros. Donc un petit peu plus, mais on a grandi avec ces histoires de romances d'amour très prince charmant, princesse, quasi, voilà, évidemment très cis hétéronormé et monogame. Et donc heureusement, ça s'ouvre aujourd'hui, mais c'est vrai que très souvent, je trouve que les romances, les manières dont elles sont écrites, elles sont un peu hors sol, et je m'y retrouve pas. Voilà, pour cet exemple, je dis genre, mais ça n'arrive pas dans la vraie vie. Tu peux dire, alors oui, bien sûr que c'est une fiction, bien sûr que voilà, mais des fois je suis là, ouais, disons tout de suite que c'est de la science-fiction, je veux dire à un moment donné, ou de la fantaisie, mais ça n'arrive pas dans la vraie vie. C'est donc, très rare que tu rencontres une personne qui va changer. Oui, qui va changer toute ta vie. Donc voilà, et après c'est où le complexe tous les. Je sais que notamment si on reste sur les romances, quelque chose qui est malheureusement de la manière dont c'est écrit, c'est un peu toujours la même chose, c'est ces questions de triangle amoureux, et en fait tu te dis en fait quand t'es polyamoureux tu te dis why not both en fait, enfin, genre vous créez des problèmes pour rien. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais, je pense, lire le moins. Oh, tu m'as perdu. Je ne sais pas si. Après, si tu me dis. Ah bah voilà. Non, désolé, ça avait coupé. Non, mais tout va bien. Tout va bien. Donc je disais oui, donc la romance, c'est un peu ce que je lis le moins. Après, j'aime entrecouper de BD et de romans graphiques. Enfin, surtout de romans graphiques. En tout cas, je lis moins de BD au sens format BD, tu vois. Voilà. Ce qui allège souvent ma lecture ou pas, en réalité, parce que certains sujets sont genre, même si tu mets des images, c'est pas forcément, mais voilà, après j'essaye voilà, donc en fait j'ai un panel un peu assez large, et oui, j'ai après ce que j'ai le plus, alors j'ai pas compté, tiens, j'ai jamais compté les comment mes livres à moi, mes livres adultes pour le coup, voilà. Mais en album, j'en ai à peu près 700 et sont présentés sur la bibliothèque, plus de 200 titres sur la bibliothèque. Donc ça s'appelle la bibliothèque de Bouchou, puisque donc j'ai un enfant de 7 ans et que j'appelle Bouchou sur les réseaux, et donc c'est sa bibliothèque voilà, de livres. Ok. Et avant de passer complètement à la partie lecture, est-ce que tu peux... Donc, tu as mentionné le fait que tu as fait des études de droit. Jusqu'où tu es allé dans tes études, et est-ce que tu exerces une activité liée à ces études-là ou pas? Alors, je suis allée jusqu'à un niveau Master 2, donc j'ai un Master 2 de droit public des collectivités territoriales. Ça fait beau c'est très très long à écrire, mais en gros, l'idée était d'exercer dans une collectivité, que ce soit une mairie, un département, une région, enfin voilà, au service de la fonction publique territoriale. J'avoue que je suis plutôt allée du côté obscur et je suis rentrée plutôt dans un cabinet de conseil. Donc en fait, et maintenant je travaille dans un organisme de formation. Donc ça m'aide. En fait, je me sers toujours du droit dans le sens où, en tant que chef de projet ou référent qualité, enfin, en fait, je suis toujours amenée, puis il y a des formations obligatoires, je suis toujours amenée à travailler forcément avec des
des lois, des décrets, des arrêtés. On répond énormément à des marchés publics. Donc là aussi, c'est quelque chose. Alors moi, j'ai plutôt été formée à les écrire en tant que collectivité. Et puis là, j'y réponds, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lesquels je suis plutôt à l'aise. Et donc voilà, mais sinon, je ne suis pas juriste et je ne fais pas du droit au quotidien. Voilà, encore des études bien choisies. J'avoue que voilà, c'était un peu prédestiné depuis très longtemps avec ma mère. Donc voilà, ouais, c'était un peu tout tracé. Alors, je crois qu'elle imaginait davantage du droit international et des dîners d'affaires. Voilà. Voilà, là aussi un peu trop bercée par certaines fictions peut-être Oui. de la télé et par Perry Mason qui passait l'après-midi. Mais donc voilà, donc non, là-dessus, j'ai très vite quand même bifurqué vers quelque chose qui me plaisait davantage et le droit est plus une corde à mon arc qu'un métier à pur vraiment, et c'est ce que j'ai d'ailleurs toujours fait d'une manière générale. Je préfère rester un peu généraliste et avoir plein de petites cordes à mon arc plutôt que de trop me spécialiser. Ok. Ouais, donc c'est pas du tout quelque chose que tu regrettes. Non. Enfin, voilà, t'as pas subi tes études, c'est vraiment. Non, je les ai pas subies. En tout cas, a posteriori, là, je me dis ça a été, tu vois. En période de partiel, je te dis pas. Mais globalement, non. Franchement, voilà, j'ai eu un parcours assez scolaire, assez linéaire. Où j'en reviens aujourd'hui, mais de par ma vie, l'école a plutôt été un espace de sécurité, et je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde. Alors, il y a eu des moments très compliqués à l'école aussi, hein, mais voilà, en fonction de certains contextes familiaux, des fois, c'était aussi une bouffée de respiration. Ça m'a permis et pendant très longtemps, j'ai été ce très bon élève, voilà, de l'école républicaine. Et puis, si tu vois un peu quelques posts sur mon compte, il y a des choses qui changent et c'est très bien. Mais c'est vraiment cette idée de s'approprier certains outils. Je préfère le mot outil que arme, mais certains outils, et justement de pouvoir les réutiliser aujourd'hui à notre avantage. Puis je trouve ça bien de pouvoir questionner et apporter une critique sur tout ce à quoi on a dû se conformer quand on fait partie d'une minorité ou quand on fait partie d'un contexte, on va dire, qui n'est pas normé. Totalement. Familial ou autre. Mais j'avoue que ça a été une grosse claque, l'école, quand Bouchou est rentré à l'école. Alors, j'en avais déjà une grosse idée en me disant, je sais que ça va pas être ce que moi j'ai vécu, et aujourd'hui, voilà, j'ai un regard beaucoup plus critique sur ce que j'ai pu vivre. Mais ouais, l'hermétisme, voilà, l'école sachante et interdite à l'extérieur, ça a été un choc. Oui, du coup, tu as lancé ton blog il y a 7 ans, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu avais déjà ton bout de chou? Alors justement, ouais, c'était en gros, le blog a été lancé, bout de chou avait 4 mois, quelque chose comme ça. D'accord. En gros, c'est né d'un truc assez basique où j'avais pas du tout, j'avais déjà. Alors moi, j'ai commencé par le féminisme blanc, il y a bien plus longtemps que ça, mais genre voilà, ça fait, on va dire que ça fait 10 ans que je suis vraiment féministe. Enfin, j'ai commencé à être féministe. Ça a été un féminisme très blanc et ça arrive à des gens bien, comme je le dis. Hein, voilà, et puis on s'en sort, sachez-le.
Il fallait commencer quelque part. C'est ça, ouais. En tout cas, voilà, je le date en tout cas, prémisse militante et en tout cas dans un féminisme politique et pas juste je voyais bien que ça n'allait pas entre les filles et les garçons. Et donc voilà, petit à petit, il a évolué très vite vers du féminisme intersectionnel et de l'asioféminisme, donc vraiment dédié sur les questions spécifiques de femmes et alors de ce qu'on appelle de l'asiatique, en tout cas, de ce qu'on pose l'étiquette asiatique sur nos têtes. Et donc voilà, donc moi je suis est-asiatique. Si jamais les personnes ne le voient pas forcément qui est là. Et donc, et j'avais déjà aussi évidemment donc réfléchi à ces normes de genre et je m'étais rendu compte à quel point on se battait pour que les petites filles aient le droit de se rêver en pompière, en astronaute, et qu'on se battait vraiment pas beaucoup pour que les petits garçons puissent se rêver en princesse ou en fée. Et donc, rien qu'en papa, j'ai envie de dire. Voilà. Donc j'avais encore un regard assez binaire, mais très vite on a décidé que les couleurs n'auraient pas d'impact. Et il s'avère que Butchou est né avec beaucoup de cheveux déjà, et on a laissé. Voilà, on a juste laissé, et ça a très vite poussé, et c'est très joli, et c'était très joli, et ça l'est encore. Voilà. Et donc c'est vrai que après d'énièmes remarques, 5e mois de grossesse où ta collègue te dit ah mais c'est trop bien, si c'est un garçon il va pouvoir jouer au foot avec son papa. Genre moi je rentre, je vois son père, je dis ça va pas du tout, sache-le, on va rater notre vie, on va rater l'éducation de notre enfant, faut que tu te mettes au foot, quoi. Ça va pas. Oui, d'accord, ça. Non, parce qu'en fait, voilà, il faut savoir que son père exècre le foot, donc c'était vraiment vraiment la remarque qu'il fallait faire, quoi, pour ça, ou ah bah tout va bien, enfin voilà, de toute façon il fallait savoir parce que t'allais pas acheter que du blanc et du jaune, c'est salissant. Donc là, tu vois toute la charge mentale d'une mère de famille qui en a marre de laver du blanc et du jaune. Mais comme moi, j'avais déjà acheté du rose, autant que du bleu. Enfin, genre, bon, j'étais genre, bah, je vois pas le problème. Mais donc voilà. Et enfin, le blog est vraiment né. Je crois que je faisais mon rendez-vous à la crèche pour essayer de trouver une place. C'est une autre galère. Et en fait, lors du rendez-vous, la directrice avait pris toutes les informations et donc avait notamment demandé le sexe de l'enfant, comme si ça allait changer quelque chose. Bref, et pour autant, quand je suis arrivée en porte-bébé, le pantalon rose dépassait, les bouclettes sortaient au niveau de la tête sur le porte-bébé. Et en fait, elle n'a jamais été capable de dire il sur tout l'entretien. Tellement c'était impossible, voilà. Et moi, j'étais là, je fais une obligation d'égalité fille-garçon. Rien que l'égalité fille-garçon, c'est le niveau 0, tu vois, genre vraiment, si un garçon peut pas porter avoir quelques bouclettes et porter un pantalon rose, on n'a pas fini, quoi. Enfin, voilà. Et donc très énervée, c'est comme ça qu'est né le blog et le premier article. Depuis le cheminement, a énormément avancé. Voilà, et j'aime ces progressions et j'aime à dire que d'ailleurs le chemin est plus important que la destination. Parce que la destination, elle est loin. Si on parle du chemin de la déconstruction, on est loin de tous d'avoir pas fini. Donc voilà, et donc petit à petit, d'un féminisme intersectionnel arrive l'antiracisme, arrivent les questions des queerphobies. On a alors est-ce que c'est
ce qu'on appelle ça un coming out à ce moment-là, mais en tout cas, on a des déclarations de notre enfant qui va vers en tout cas, on va dire des normes de genre qui sont peu conformes au départ, alors qui sont pour moi très claires sur la non-binarité, mais ça c'est voilà. Mais en tout cas, au départ, en tout cas peu conformes aux normes de genre. Voilà. Donc forcément, il y a des choses qui interviennent aussi. Et après, comme on le dit, en réalité, les chats font pas des chiens. Donc voilà, je réalise que en fait, cette ouverture qu'on a pu faire, elle est possible parce que une fois, si je l'accepte, eh bien, moi aussi, j'ai fait derrière mon coming out non-binaire, plusieurs années après. Donc voilà, en fait, on se rend compte que cette parentalité, elle est décoloniale, antiraciste, dégenrée, et qu'elle fait, elle fait du bien aujourd'hui. Voilà. D'accord. Ouais, tu m'as parlé de destination. Est-ce que tu avais un but précis en créant ton blog et ton site Instagram, ou tu t'es dit, en fait, c'est parti pas d'un conflit, mais on va dire de quelque chose qui t'a un peu dérangé, et du coup, tu en as fait une sorte de force, entre guillemets. C'est parti d'un coup de sang, voilà, déjà. Ah oui, c'est carrément... Non, mais j'étais vraiment, en fait, c'est au quotidien, c'est-à-dire qu'en effet, et en même temps, c'était vraiment ce côté, même en jogging bleu, salopette bleue, enfin, on peut faire ce qu'on veut. De toute façon, le visage est dit trop fin, son visage était dit trop fin, de très longs cils qui viennent pas de moi clairement. Il y avait toujours quelque chose, c'est-à-dire que donc en fait vraiment tous les jours c'était très énervant, et arriver on va dire en effet à cette directrice de crèche qui était censée être formée en plus, enfin voilà, c'était un peu tout ça, et donc là on arrive sur un coup de sang, un coup d'énervement, et dire mais attendez, alors à l'époque on est en 2017 ou on est où, quoi, enfin je veux dire, le problème c'est que je pourrais dire on est en 2024 ou on est où, enfin c'est un peu mon problème, mais après donc c'est parti de là, et j'avais vraiment aucun but. Enfin, j'étais là, j'ai dit, écoute, je vais parler de notre vie. Les gens prennent pas la parole là-dessus. Il y avait très peu de contenu, et donc ça m'a interpellée, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire et à m'interroger sur la parentalité, à m'interroger sur les questions de genre, à aller au-delà, et donc à aller au-delà de cette binarité de genre qui est aussi une construction, une construction point, et qui est notamment une construction coloniale qui s'est imposée, tout comme l'hétéronormativité, enfin la cis-hétéronormativité, elle s'est vraiment imposée avec le colonialisme et le christianisme, et donc qui ont effacé énormément d'identités au-delà de la binarité qui existait sur tous les continents. Donc, et sur les formes d'amour, et sur, enfin voilà, vraiment, il fallait qu'un seul modèle, et c'est les gagnants qui écrivent l'histoire. Donc voilà, en gros, hein. Et donc il faut continuer à se battre pour ça, mais en effet, il faut le savoir, en tout cas, la non-binarité n'est pas un sujet, alors le terme peut-être, mais le concept, en tout cas, n'est pas un sujet européen, occidental, une création, une réinvention, voilà, non. Peut-être, je sais pas, je sais quand j'en parle souvent et quand je fais des ateliers, etc., on me demande des définitions. S'il y a des définitions que tu veux peut-être, enfin, genre, ou si tu te sens à l'aise, moi ça me va, mais n'hésite pas. Moi ça va, enfin là, tout ce que tu dis, il n'y a pas de mot qui m'a interpellée pour l'instant. Super, n'hésite pas. Ouais, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est des mots que j'ai appris depuis que je me suis lancée un peu sur les réseaux. Alors c'est venu un peu sur le tard, moi c'était plutôt vers 2020, fin 2021, début 2022,
où j'ai commencé pas mal à questionner, à mettre des mots déjà sur ce que j'avais vécu et à questionner un peu tout le monde dans lequel je vis, tout simplement. Et c'est en suivant des comptes comme toi, des comptes un peu décoloniaux et qui déconstruisent un peu toutes les normes sociétales que j'ai appris plein de vocabulaire, plein de mots. Donc là, pour l'instant, ça va, je suis pas perdue. Ça va. Et, Ok. et ouais, c'est grâce à Internet. Ça a permis, je pense, une grosse. Ça a permis de créer une nouvelle communauté et de se reconnaître et de se voir aussi et donc d'apprendre pas mal de choses et c'est une source d'information et des informations, donc il faut apprendre à faire le tri, voilà, aussi, mais c'est une énorme source d'information et ça permet de créer en effet des liens. Je pense qu'on va aussi en parler si on revient vraiment à la littérature, mais ces questions de représentation et de pouvoir se voir pour se construire et de penser qu'il existe des personnes comme nous, c'est un vrai, ce sont des vrais sujets. Et d'ailleurs, pourquoi tu as choisi de te spécialiser dans les albums jeunesse? Alors initialement, c'est parce que vraiment, je cherchais des albums jeunesse à montrer à Bouchou. Parce que j'en trouvais pas. À cette même période sort... alors moi, pour le coup, à cette même période sort comme un million de papillons noirs de Laurent Safou. On est en 2017. Évidemment, je suis très fière de dire que j'ai celui de la campagne Ulule. Voilà, je suis clairement un produit de l'effet papillon noir, comme le dit, ça c'est, je sais pas si c'est une formule, mais en tout cas de Tilis Yariatou de Diveka que tu as aussi. Et donc, et en fait, je me rends compte que j'ai pas et que j'ai rien à proposer, j'ai rien de correct à proposer. Alors, c'est un peu faux, pardon, c'est un peu exagéré. Il y a une littérature traduite d'albums jeunesse, notamment représentant des enfants, enfin en tout cas un univers est-asiatique, que ce soit chinois, japonais, même un peu coréen aujourd'hui parce que l'hégémonie fait que et qui a un attrait des cultures est-asiatiques et qui fait qu'il y a des maisons d'édition qui traduisent des livres, mais ça reste des traductions. Ouais. Donc ça reste des traductions qui sont dans un univers qui n'est pas chez nous. En tout cas pour les albums les plus justes, c'est-à-dire ceux qui sont des traductions écrites par des personnes concernées, personnes japonaises, des personnes chinoises, qui vont des autoristes qui vont illustrer et écrire, mais évidemment dans ce contexte qui leur est propre et qui est très loin d'être un contexte occidental. Et ça me manquait énormément, puisque forcément, c'est pas la même chose, c'est pas la même vie, on grandit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes cultures. Donc si c'est important d'avoir des petits repères et de se dire ah tiens, on a des petits symboles, des petites choses qui nous parlent, mais encore une fois, ça manquait d'ancrage. Et ce qui n'est pas écrit par des personnes concernées, ce qui existait et ce que moi j'avais déjà connu à l'époque et qui n'avait pas changé, voilà, ça reste quelque chose de très nébuleux. Sur cet imaginaire est-asiatique où tu peux un peu tout mettre et tout amalgamer et tu te retrouves avec ce stéréotype, un cliché ambulant d'un personnage bien jauni, une tresse, un bol, des yeux en trait, voilà, un kimono, des chaussures bon, ça passe, tu vois, genre, voilà, on sait pas trop. Et on est là et qui a un nom à coucher dehors, des écritures, en fait, tout est, voilà, des écritures, d'écriture asiatique. Catastrophe, tu vois. Et donc, c'était pas ça que je voulais montrer, quoi.
c'était vraiment pas ça que je voulais montrer, clairement pas. Et puis et c'est vraiment donc la naissance de Butchou, derrière toutes les discussions autour de comme un million de papillons noirs. Je commence à chercher des vraies choses, à me dire je veux montrer autre chose. Alors c'est vrai que quand un bébé, c'est beaucoup de cartonné, et donc c'est ok si c'est des animaux entre guillemets, parce que ça te permet d'apprendre les animaux, tu vois. mais mais à un moment donné, c'est limité, tu vois, de faire des bruits de moutons et de lapins et par contre, alors ça, de la collection avec des lapins, des cochons, des pingouins, tous, enfin, tu vois, genre, ils ont tous, voilà, ça, il y en a 50. Chaque maison d'édition a son animal qui va sur le pot, qui va à la crèche, qui perd sa tétine, enfin, voilà. Donc, à un moment donné, on en a un peu, enfin, voilà. Encore une fois, une question d'ancrage. Alors, je répète souvent ces mots parce que moi, il m'a beaucoup manqué. Et il me manque encore beaucoup. Voilà, il faut voir que j'ai j'ai des migrations successives en fait. Donc j'ai grandi en région parisienne, mais voilà, mais je suis la première, enfin, Butchou est la première génération depuis 4 à naître sur le territoire de ses parents. Donc en fait, ma grand-mère a immigré, a eu ses enfants ont immigré, enfin voilà. Et donc en fait, donc voilà, Butchou. Et donc voilà, les questions d'ancrage, ça me pose toujours question. Et donc, et de savoir quelles racines on se donne et avec quoi on se construit en fait, avec quel bagage on se construit. Donc voilà, j'ai perdu le fil parce que je fais des parenthèses de parenthèses. Et c'est chouette pour le montage. Non, il n'y a pas de Ne me remercie pas, Stella. On parlait du choix des albums, de ton choix de voilà. promouvoir les albums jeunesse. Et donc, ça est venu par là, et je me suis dit, quitte à avoir des recherches, autant les partager. Mais ça a mis un petit peu de temps. Hein. Je pense que j'ai partagé mes premiers livres en vraiment 2019, peut-être même 2020. Donc, j'ai mis du temps à les partager, déjà parce que j'en ai pas trouvé tant que ça. Et ensuite, on commence à trouver, sur des questions pour avoir des nouvelles familles, d'autres types de familles, mais en fait, très rapidement, c'est beaucoup d'animaux. Et puis après, donc, et donc, ouais, c'est vraiment. Après, je me suis tournée beaucoup sur de la littérature anglo-saxonne ou outre-Atlantique, où justement les questions de diversité, notamment raciale, sont plus des sujets, tout point, pas plus, voilà. Mais ouais, c'est donc ça m'a permis en tout cas de proposer, et je me souviens vraiment de ce moment où Butchou m'a dit, m'a montré un livre en me disant c'est moi. Et c'était vraiment un personnage. Alors ça arrive que ce soit n'importe quel enfant qui fasse qui s'amuse un peu. Voilà, en faisant un peu n'importe quoi dans sa chambre, tu vois, ou dans une cour de récré, sur un bouquin. Ça peut être ah, c'est moi. Oui, dis donc. Et mais là, c'était vraiment c'était autour d'une table, et vraiment c'était une famille estasiate, et donc voilà, avec un enfant et elle s'est reconnue dedans. Il a bien dit que certains parents c'était moi, mais par contre pas l'autre parent, parce que son autre parent n'est pas estasiate en fait. Donc voilà, c'est des sujets, même si c'est inconscient, parce qu'il n'y avait pas de mots à dire, tu vois, non, c'est parce que cet enfant est estasiate, donc c'est comme moi, tu vois. Mais c'est inconscient, et c'est là où j'ai vraiment vu les prémices, et où derrière, j'ai plus arrêté de présenter de livres et d'en acheter. C'est que je voyais que ça marchait en fait, que ça fonctionnait, et que c'était important en réalité de se voir. Et là, une fois, c'est inconscient, parce que je pense pas que
y ait ces mots, de se dire ah bah si là c'est comme moi ou c'est pas voilà, mais pour autant elle existe dans les livres, dans les dans les dessins animés c'est plus compliqué, mais restons déjà sur les livres. Et donc c'était vraiment ça, et parce que je crois vraiment, et je me suis concentrée sur cette jeunesse parce que je crois vraiment qu'on peut bâtir une confiance assez forte dès la plus tendre enfance. Et on peut faire passer beaucoup de messages qui, même s'ils restent inconscients, peuvent perdurent en fait, tu vois, et se maintiennent et plantent des graines, même si voilà, ça poussera que plus tard. Peut-être que ça va manquer d'un peu de soleil, d'un peu d'eau, d'un peu de quelque chose à un moment donné, mais je pense que cette confiance, il faut la bâtir au plus tôt. Cette confiance en soi et de se persuader, d'être sûr vraiment qu'on n'est pas l'autre, qu'on le sera peut-être, parce qu'on nous renverra peut-être qu'on est l'autre, mais on n'est pas l'autre. Parce que on est juste parce qu'on est en dehors de cette norme blanche, cis hétéronormée, mince, valide, riche, enfin voilà. Donc respectable. Et on nous renverra que ça ne va pas, qu'on n'ait pas cette norme. Et à ce moment-là, je pense que, en tout cas, un des meilleurs outils, c'est cette confiance. Et de se dire, en fait, si j'existe, je me suis vue, des personnes racisées, des personnes asiatiques, des personnes noires, des personnes sud-A, des personnes même arabo-descendantes. Enfin, on existe, on est là, croisé à des personnes et sur des personnages complexes, tu vois, pas simplement pas simplement un petit personnage marron au fond de la salle, tu vois, enfin au fond de la salle de classe dans un livre, tu vois, ou je pense que vraiment un truc qui m'a marqué, mais je pense que ça c'est un des pires, c'est un perso est-asiate qui est couleur sol, tellement il n'a pas été fait. C'est-à-dire que sur la couve, t'as les deux personnages un peu principaux comme ça, et puis au fond t'as un petit perso asiate et est-asiate, et en fait sa peau elle est le même jaune que la couleur du sol de la cour de récré. Donc c'est comme si franchement au niveau graphisme, c'est comme s'il y avait un calque qui avait manqué, ou je sais pas, où il est resté transparent. Et j'étais genre waouh, genre là franchement vous avez abusé. Oui, il y en a qui n'ont pas de respect. C'est ça. Et le problème, c'est que c'est encore aujourd'hui. Voilà. C'est encore des sorties assez immondes en termes de représentation, même si justement, il y a beaucoup plus de sorties intéressantes aujourd'hui. Moins en France sur la question très jeunesse, mais on arrive à trouver des choses. Et quand même. Ouais, bah, j'espère que à chaque fois, à chaque épisode, je me dis ça va peut-être s'améliorer. Après, c'est vrai que moi, je me suis pas trop concentrée sur les albums jeunesse. Moi, c'est plutôt les romans, la fiction. Mais ouais, en tout cas, pour tout ce qui est Asie de l'Est, je vois pas très peu de romans français ou francophones. Ça a plutôt des traductions. Beaucoup de traductions. On va avoir des autoristes. Je pense à Gracie, je pense à Lou Eve, je pense voilà, il y a Don Buy, il y en a voilà, vraiment il y en a, mais voilà, c'est pas ce qu'on va voir en effet le plus, et c'est une vraie question pleine et entière. On va parler un peu de tes goûts littéraires, parce qu'on a parlé beaucoup des lectures de la bibliothèque de ton enfant, mais bon, même si je pense que tu aimes aussi ça, mais peut-être que tu lis un peu d'autres choses. Et avant ça, est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours lu? D'aussi loin que je me souvienne, ouais, j'ai eu une période où je lisais plus trop, mais globalement j'ai toujours lu différents types, mais ouais, j'ai toujours lu, je pense. Et du coup, est-ce que contrairement,
Ouais, ton enfant a pu avoir des représentations dans des albums jeunesse. Est-ce que toi, tu as pu te sentir représenté dans tes lectures Non, je pense pas, non. Enfin, là, comme ça, j'ai aucun souvenir d'un personnage qui serait pas hyper. Ce personnage petit, jaune, yeux en trait, avec un chapeau, tu vois. C'est les comptines que Bouchou chante, je les chantais déjà, donc ouais, voilà. C'est ça là-dessus, je me souviens pas avoir vu. Même, tu vois, même plus. Je pense que j'ai plus été marquée par des contenus audiovisuels plutôt, tu vois, dans les dessins animés, mais je pense à évidemment Mulan à l'époque, mais en fait, tu voyais toutes les représentations à côté. Si on reste sur les Disney, tu vois, c'est les chaises à moi qui étaient hyper fourbes dans la Belle et le Clochard. C'était le chat, le chat bleu qui jouait du piano avec des baguettes dans les Aristochats. Enfin, évidemment, il y a d'autres problèmes dans ces dessins animés. Hein. Genre, mais voilà, ça tient genre. Et en fait, on était un peu cantonné à ce genre de choses. Derrière, j'ai quand même grandi. J'ai quand même grandi avec la BD belge, donc Tintin Tintin a fait voilà, a fait son tour du monde avec sa checklist. C'était le blanchisseur de Lucky Luke, tu vois. Mais aussi, c'était vraiment des choses. Moi, je me souviens typiquement de Chen dans la BD Cédric et Chen, tu vois, enfin dans la BD de Cédric, tu vois. Ah, Voilà. le dessin animé, Il y avait un dessin animé, mais en fait, à la base, c'était une BD. Et oui, d'accord. il y a des gens qui ont un Oui, peu plus de... Voilà, et donc à la base, c'est une BD qui a été adaptée. Et en fait, dans cette BD, donc Chen arrive de Chine, hein, je crois. Et bah ouais, là, c'est ces petits chignons, voilà, la chouli, hein, et en fait, elle a... en gros, elle a un accent... elle a un accent qui est extrêmement visuellement marqué sur une BD, donc qui a été moins sur le dessin animé, je crois, mais je regardais déjà moins. Mais en gros, Cédric, c'était des L à la place des R. Donc en fait, et des fois c'était vraiment marqué genre Cédric avec des L, tu vois, et quand elle criait, parce que Chen est hyper colérique, évidemment. Elle est mimi comme ça, mais elle est colérique avec voilà, comme toute personne assignée femme en tant que personne racisée, bah voilà, forcément. Et donc ouais, c'était hyper marqué. Donc, voilà, bien gras, bien gros, bien agent pour dire que non, en fait, elle venait pas d'ici et elle savait pas dire les R. Donc c'était ouais, voilà avec quoi j'ai grandi. Super. Voilà. Ouais. Et du coup, plusieurs décennies plus tard, est-ce que tu as pu avoir des lectures qui t'ont plu et qui t'ont marqué Je pense que j'ai eu une grosse période où justement je n'ai plus lu que des auteurs asiates, mais donc traduits. Forcément, enfin voilà. Que ce soit du classique, enfin des classiques un peu plus anciens ou plus récents. Mais là aussi, ça me manquait puisque j'avais aucun ancrage. Je partais presque plus à la découverte d'une culture qui m'avait manqué que vraiment à voir ma vie, en tout cas, ou à pouvoir me projeter dans ces histoires. Donc ouais, j'ai eu une grosse période comme ça, et en même temps, j'avais pas autre chose. Enfin, voilà. Donc oui, mais heureusement, après, on a eu d'autres éléments, des éléments qui sont venus aussi, enfin, des livres qui sont venus aussi d'Asio descendant aux États-Unis, au Canada, et puis ici aussi en fait, hein, les quelques noms que j'ai cités donnent à vraiment matière et ancrage jusqu'à des essais comme Joey Bourguin, enfin des choses beaucoup plus aussi récentes, beaucoup plus ancrées, beaucoup plus
engagé aussi, si ce n'est pas, c'est pas militant, mais en tout cas engagé. Donc, et écrire en conscience aussi d'un certain racisme subi et donc sur lesquels il faut lutter et sortir justement de ces préjugés et de ces stéréotypes. Et j'aimerais dire que pour le coup, la littérature jeunesse, enfin les albums jeunesse, ont beaucoup contribué à quand même soigner mon enfant intérieur. C'est-à-dire que vraiment, les redécouvrir et me dire que, enfin voilà, c'était ça a fait du bien aussi au-delà des lectures que je pouvais avoir. Voilà. Oui, ça comble un peu tout ce que tu as pu manquer. C'est ça. Écoute, je vais peut-être terminer par... j'ai envie de te demander ce que tu penses un peu du milieu décolonial, engagé. Alors peut-être de manière générale, et puis toi, en tant que personne est-asiatique et non-binaire, qu'est-ce que tu penses du milieu littéraire décolonial? Dans le milieu littéraire, il y a quelques très bons contes, voilà, quelques personnes qui font vraiment le taf. Je crois qu'il y a une commu assez importante, enfin, relativement importante, et aujourd'hui, en fait, ça permet d'avoir un certain call-out sur le retravail des couvertures et donc l'invisibilisation des personnages sur les couvertures, sur les traductions aussi, d'avoir un retour et pouvoir faire changer certaines trades aussi. Comment, même si ça fonctionne pas à chaque fois, on a une trilogie sur l'aventure de l'esclavage qui est sortie, voilà, ces dernières années, malgré tout, et je sais que ça n'a fait aucun bruit dans les milieux littéraires, alors que voilà, bon. Oui. Donc voilà, et je sais, mais ce qu'il y a, c'est que en réalité, ce BookTok ou ce Bookstagram engagé, il est engagé à travers les livres, mais en fait, il est engagé sur tous les sujets. Enfin, ce sont des personnes qui sont au bout engagées sur tous ces sujets d'antiracisme et de queerphobie et d'antivalidisme et d'antigrossophobie, en tout cas dès que c'est touché. Et donc, c'est les mêmes personnes qu'on revoit. Enfin, c'est un petit groupe, ça reste un petit microcosme, parce que je pense que, en effet, comme à l'image de notre société, dans tous ses pans, la majorité de ce Bookstagram ou de ce BookTok, il en a rien à faire, quoi. Elle préfère une couverture qui brille, collector, que de lire le résumé et de se dire mais en fait ça va pas du tout. Enfin, genre c'est une catastrophe raciste et enfin voilà, c'est une communauté qui préfère continuer à soutenir des auteuristes qui ont fait preuve de racisme, de queerphobie, de transphobie, et qui continuent et qui sont clairement affichés comme tels. Mais apparemment, on pourrait séparer l'auteuriste de l'homme ou de la femme ou de la personne, en tout cas, et de ce qu'elle pense, et que voilà, il y a des choses... c'est différent. Voilà, j'en sais rien. Moi, je sais pas comment faire, mais non, en fait. Et donc, je pense que heureusement, ça commence à prendre du poids. Mais comme pour tout, c'est dans tous les chaînons tous les chaînons qu'il faut de l'édition et du monde littéraire qu'il faut pouvoir y être. Souvent on parle souvent moi je pose la question des personnages, évidemment, en termes de représentation, mais c'est aussi qui écrit nos histoires, donc forcément, et puis au bout c'est qui nous édite, tu vois, donc et qui nous lit si jamais on ose envoyer un manuscrit, tu vois, et on l'a vu, donc moi je fais aussi partie d'IVK,
arrive peut-être un petit peu tard. D'accord. Ah, Mais c'est donc, bien. et donc on a fait les. Ouais, non, mais je suis en sous-marin. Et je suis plutôt en sous-marin, tu vois, genre, voilà, je suis derrière. Mais en gros, et donc, moi, j'ai participé aux côtés de Dia et de Laura, notamment au concours sur nos identités, sur les deux recueils de Ah, mais nouvelles c'est sur nos identités et nos identités oui, vous futures. avez vu les deux, ouais. Ouais. Et donc, on voit qu'il a fallu avoir des personnes pour dire c'est OK, genre votre manuscrit il sera lu. Il y a des personnes qui se sont dit genre j'ai envoyé parce que parce qu'il y avait d'IVK, parce qu'il y avait certaines ambassadrices, parce que voilà qu'on a vu, donc il y avait Grassley, Jennifer Padjemi, Aya Sissoko sur la première édition et Nesrine Slaoui sur la deuxième. Donc voilà, qui nous demandait, enfin voilà, c'était aussi offrir ça et des conseils d'autrices expérimentées qui étaient hyper intéressants et hyper complets. Voilà. Mais en effet, aujourd'hui, le BookTok ou le Bookstagram militant, il est engagé, pas militant. Il est limité. Mais il est de qualité dans ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Et ça compte beaucoup, vraiment. Et beaucoup est fait pour le livre et face aux traductions, etc. Et je pense que petit à petit, il va se développer aussi. Voilà. Parce que justement, je pense qu'il y a des lectures dans lesquelles on se reconnaît de plus en plus. Et donc, il y a des gens qui vont, je pense, aussi peut-être se remettre au goût de la lecture et je pense que c'est notamment du boucle avec l'école, peut-être que la boucle sera bouclée, je ne sais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui les lectures doivent être renouvelées à l'école pour mieux intéresser les enfants, les ados à la lecture avec encore une fois quelque chose dans lequel ils se reconnaissent, tu vois, qu'elles puissent se vivre, se revivre, que ça ait un écho avec leur réalité. Les classiques, c'est bien, ça doit être. Je dis pas qu'il faut les jeter, je dis pas qu'il faut plus les étudier, mais peut-être qu'on peut les étudier par extrait. Ouais, c'est et ça. Pour comprendre l'histoire de la littérature aussi, tu vois. Et peut-être que ça amènera, mais voilà, commencer par, enfin, être amené à lire des livres d'avant plus récents et échanger un peu ce regard très élitiste de la littérature, eh bien, je pense que ça fera du bien aussi à l'école. Oui, je suis d'accord. Bon, en tout cas, ouais, c'est pas. J'espère que ça. Je sais qu'il y a certaines enseignants et enseignantes que j'ai interviewées qui proposent des lectures, on va dire, qui ne correspondent pas forcément aux normes qu'on connaît. Donc, ça fait plaisir. Ouais, absolument. Et merci à ces vraiment. Des fois, je sais que je peux taper sur l'école, mais je ne tape pas sur les enseignants. Donc, voilà, sur les profs. Voilà, je tape sur le système, l'éducation nationale. Et donc, ouais, non, je sais que beaucoup essayent avec les moyens qui sont donnés, et c'est chouette. Bah, écoute, on va arriver à la fin du podcast. Ouais. Est-ce que j'ai 2 dernières questions à te poser, Vas-y. mais avant ça, est-ce que tu as des points que tu voulais un peu plus aborder ou des questions que tu as à me poser Je sais pas, on a saupoudré pas mal de choses. J'avoue, je suis pas sûre d'avoir un fil conducteur extrêmement fin, mais je t'avais dit, c'était spontané. Non, mais il n'y a pas de souci. Bah, est-ce que tu peux... non. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast Tac, j'y ai réfléchi. Je pense qu'il y a il y a peut-être des choses sur les processus d'écriture de la part d'autrices ou d'auteuristes qui serait pas mal. Je sais que
Je pense à l'Ouest sur de l'autofiction. Je pense même les lauréates des deux sessions Nos identités et Nos identités futures ont énormément de choses à raconter et leurs nouvelles sont extraordinaires. Donc, je pense qu'il y a peut-être parmi au-delà des lectrices, peut-être des autrices également. Oui. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'essaye un peu plus d'interviewer des auteurs et autrices. Mais ouais, faut que je lise aussi un peu plus pour avoir un peu plus de profondeur dans les interviews. Parce que ouais, c'est vrai que j'aimerais bien interviewer les lauréates, mais j'aimerais bien lire peut-être une œuvre en plus entière qu'elles ont entièrement écrite. Après, tout le monde n'a pas republié ou publié. Oui, c'est vrai aussi. C'était des jeunes lauréateux. Oui. L'idée, c'était que ce soit une première œuvre éditée. Alors, je sais qu'il y a eu des petites exceptions, mais globalement, c'était le cas. Donc, en effet, mais après, je crois qu'après, il y a sûrement soit des blogs, soit des Oui, ils font autre chose. Les autoristes font autre chose. Qui doivent traîner quelque part. C'est ça. On arrive rarement à une nouvelle pondue de 25 000 signes comme ça sans avoir tenté quelques petites choses autres. Et est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Eh bien, on peut me retrouver sur l'ensemble des réseaux. Alors, je suis majoritairement sur Instagram. Je suis en sous-marin sur Twitter. Et je crois que des fois, j'ouvre Facebook, mais genre vraiment pas. Donc, vraiment sur Insta. C'est là où vous me trouverez plus. Mon fils en rose. Et sur le blog, vous y retrouverez tous les liens ou directement sur monfilsenrose.com. Voilà. Bah écoute, c'était un plaisir, Charline, de discuter avec toi de littérature, d'engagement, de déconstruction. C'était super intéressant. On a un peu balayé un peu tout, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément abordé la parentalité ou autre. Bon, déjà, moi, je suis pas parente, donc c'est un peu compliqué d'aborder des sujets qui... Ok, après la parentalité, désolée, je t'ai coupé, mais la parentalité, après, moi je trouve que c'est pas que. J'ai une définition très large du terme parent. Et donc, c'est pas forcément avoir un bébé, son bébé. Voilà, c'est aussi. Moi, je sais que j'ai pas mal de gens qui disent bon, bah, j'ai pioché dans ton blog pour offrir à ma nièce, à mon neveu, à ma cousine, aux enfants de tel ami, tel Adelph, etc., etc. Et donc, c'est aussi ça, en fait, de comment partager un temps de lecture, voilà, avec, et ça fait juste du bien, en fait, avec des enfants. Et c'est déjà pas mal avec un enfant. Genre, je sais pas quelle config, mais voilà, être tata, tonton, enfin, je veux dire, c'est totalement ok. Et c'est une forme de parentalité, selon moi, à partir du moment où il y a une transmission. Il y a une transmission et il y a une partie d'éducation. Et voilà, et donc c'est cool. D'accord. Bon, pour l'instant, c'est pas encore mon cas. Mais ouais, c'est vrai que je suis très rarement avec des enfants. Ça arrive, hein. Et c'est ok. Hein. Genre, on n'est pas obligé de se. Voilà. Peut-être un jour, je sais pas. Tu verras. Je me mets pas de. Enfin, je m'impose pas de choix. Je suis pas contre, mais. Après, moi, souvent, ce que je dis, hein, c'est que, et notamment pour avoir et faire un enfant, ou en tout cas, enfin voilà, je pense qu'il faut être hyper prêt, mais se sentir hyper prêt. Parce qu'on l'est pas. Parce qu'on l'est jamais. Quand t'as un petit bout comme ça qui débarque et que tu sais pas quoi faire, enfin, genre vraiment. Donc souvent je dis ça, il faut que tu sois sûr et que tu te sentes toi prête, tu vois, genre voilà, mais d'une manière générale qu'on se sente prêteux parce qu'on l'est pas. Et que donc face à tout ce qui va nous arriver, il fallait être sûr, quoi. Voilà, et il faut vraiment accueillir le fait que c'est ok aussi de pas vouloir et
pour plein de raisons et sans jamais avoir à se justifier. Je sais que c'est dur dans notre société, mais il faut aussi se le dire. Moi, je ne regrette absolument pas, mais je sais que je resterai à 1. Et voilà, et c'est déjà beaucoup. Voilà, moi j'ai fait mon taf de réarmement démographique et genre voilà, plus que celui qui l'a imposé. Et donc voilà, c'est un vrai sujet, c'est des vraies réflexions et je pense que c'est extrêmement personnel et extrêmement politique comme tout ce qui est intime. Voilà, et donc là aussi, et je pense que il n'y a aucune obligation à devenir parent au sens strict du terme, ni à l'être au sens large du terme. Voilà. C'est ça. Et rien que, comme je disais tout à l'heure, lire des albums jeunesse juste pour soi et soigner son enfant intérieur, ça fait du bien. Enfin, on parlait de Comme un million de papillons noirs, mais genre, vous pouvez acheter en fermant les yeux tous les albums jeunesse de Laurent Safou. Et genre, ça fait juste du bien, en fait, parce que justement, on les a pas vus et qu'on s'est pas construit comme ça, avec ça. Et ils sont extraordinaires. Ouais. Non, mais il y a pas mal de belles choses, je pense, j'espère, dans la littérature jeunesse. Ouais. Écoute, sur ces mots, on va clôturer l'épisode. Merci encore. Merci à toi. Et je vais remercier également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode dans Lectorat Minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. À bientôt, n'hésitez pas, les DM sont ouverts aussi. Si vous avez des questions,